Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier. Je me présente, je suis Tony Damota Cervera, principal chez Square Management, cabinet de conseil français en stratégie et organisation. C'est avec un grand plaisir que je vais conduire cet atelier sur comment transformer l'industrie par l'innovation responsable. Pour ce faire, et avec grand plaisir encore, je vous présente Sandrine Marco et Sophie Auge. Sandrine Marco est présidente déléguée de l'Union de la bijouterie horlogerie et Sophie Auge est professeure aux Mines de Paris, PSL, en management de l'innovation. Alors, ce que nous avons souhaité faire avec Sandrine et Sophie, c'est mener un échange autour d'un cas qui est celui de la renaissance de la filière de l'horlogerie française. Et alors, le timing est très serré, donc je vais commencer immédiatement par une première question. Sandrine, est-ce que tu pourrais revenir sur le déclencheur de cette belle aventure industrielle ? Oui, déjà bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent. Merci à toi Tony pour l'invitation aussi à participer à cette table ronde. Je suis ravie de donner en tout cas d'échanger avec Sophie sur ce sujet. Donc oui, simplement aussi pour recontextualiser, l'Union de la bijouterie horlogerie, c'est l'organisation professionnelle qui supervise, qui gère les relations avec les détaillants de bijouterie horlogerie. Donc on se dit, tiens, effectivement, l'industrie, le détail, c'est pas forcément lié. En fait, si, c'est qu'il y a 3 ans maintenant, j'ai succédé également à l'ancien délégué général de notre syndicat professionnel qui s'appelle France Horlogerie. Et donc qui, lui, représente en fait les marques françaises de montres. Et donc, avant que ce délégué général ne parte à la retraite, si on fait le calcul, nous étions donc en 2021 et lui et moi, depuis un petit peu plus d'1 an, nous étions en train de réfléchir aux relations qui existaient entre les marques françaises de montres et les détaillants. Évidemment, les détaillants français vendent beaucoup de marques françaises, mais vendent aussi beaucoup de marques étrangères. Je ne citerai pas les nationalités, mais vous avez une petite idée. Voilà, donc on s'est dit, tiens, donc ça c'était aux alentours de 2019, on s'est dit ça serait peut-être pas mal de commencer à réfléchir à une approche plus industrielle en fait de l'horlogerie française. Et pour vous resituer le contexte, alors elles le sont encore, mais beaucoup moins, c'était des entreprises plutôt assembleuses. C'est-à-dire qu'en France, on ne fabriquait pas véritablement de montres, mais on assemblait des composants qui arrivaient majoritairement d'Asie, prioritairement de Chine. Donc ça replace le contexte, on va dire, dans le temps et sur l'approche, je dirais peut-être un petit peu plus géopolitique qui va être liée à la crise sanitaire. Donc on commence à réfléchir comme ça tous les deux, mais uniquement tous les deux un peu à bâton rompu. Et puis, on part à New York en janvier 2020, un grand salon de la retail tech, vraiment très intéressant. Donc, on se dit, oulala, on est déjà en retard, nous, en France, sur la digitalisation en fait, de ce secteur-là. Et lui me dit, mais en fait, on est aussi en retard sur l'aspect vraiment industriel aussi. Et peut-être, imaginons l'industrie 4.0. En fait, on en est très, très loin au niveau de l'horlogerie française. Donc janvier 2020, on est à 2 mois du confinement en fait et de ce que l'on sait de cette crise sanitaire. Donc là, effectivement, tout va s'accélérer. On se dit, moi d'un côté, je vais digitaliser les bijouteries horlogerie et toi d'un autre côté, tu vas inciter peut-être tes entreprises à voir leur métier autrement. Donc tout ça, on le fait de manière confinée, par visioconférence, etc. C'est pas si évident. Et donc ce Covid, en fait, il est un déclencheur. Il est un déclencheur de plusieurs choses. Et bien évidemment, une des crises que vous connaissez certainement très bien, c'est cette crise de la dépendance à l'Asie. En fait, tout le monde ferme. L'Asie ferme. Et la Chine a mis d'ailleurs beaucoup de temps en fait, à rouvrir son industrie et ses manufactures. Et donc, on se retrouve avec une profession qui commence à s'inquiéter sur sa capacité à pouvoir obtenir des composants. Parce que parallèlement à ça, qu'est-ce qui se passe quand on déconfine ? Le
allez, peut-être pas le 11 mai, mais le 12 mai, les Français se ruent dans les bijouteries et horlogeries. Avec des ruptures sur pas mal de produits, chose que l'on n'avait absolument pas anticipée. Donc, on se dit, là, c'est plus possible. Alors, on entend parler de souveraineté, on l'a vu, avec les problématiques des médicaments, Doliprane, etc., les composants. Et donc, on se dit, voilà, il faut peut-être enclencher un vrai sujet. Mais il faut l'enclencher en filière. Et c'est là, en fait, que mon rôle va être aussi important. C'est qu'elle intéresse l'amont aussi bien que l'aval. Parce que se lancer dans un projet de réindustrialisation de l'horlogerie française, je peux vous assurer que c'est effectivement beaucoup réfléchir, travailler ensemble, mais surmonter un grand nombre d'obstacles, en fait. Donc, on prend conscience de cette crise de la dépendance et on se dit, il faut qu'on lead, en fait, un vrai projet de réindustrialisation. Au départ, on avait appelé ça relocalisation. Et vous comprenez pourquoi. C'est qu'effectivement, comme la majorité des composants arrivaient de Chine et d'Asie, on s'est dit on va relocaliser. Et en fait, le mot, il ne nous plaisait pas vraiment. Plutôt réindustrialiser, parce que plutôt que de rester assembleur, eh bien, fabriquons, en fait. Fabriquons. Donc voilà, on chemine, lui et moi. Lui était à 1 an de la retraite à ce moment-là. Et on se dit, de toute façon, ce projet-là, on ne va pas pouvoir le mener tout seul. Donc c'est ce qui nous a amené à chercher effectivement un cabinet conseil qui pouvait nous accompagner. Et moi, pendant cette crise du Covid, ça a eu quand même des vertus, c'est qu'on s'est vraiment beaucoup formé pendant cette période-là. J'ai eu le plaisir de suivre en fait une formation donc, à l'école des mines, formation dont la thématique était l'entreprise à mission. Et j'entends Tony Damota me parler effectivement d'une théorie CK. Alors, je suis absolument ravie d'entendre un nouveau concept que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Et donc, je fais des recherches et quelques temps après, je dis, mais en fait, c'est ça. Il faut en fait que je retrouve Tony Damota, heureusement que LinkedIn existe, hein, ça marche très très bien, et qu'il m'explique ce qu'est cette théorie CK et éventuellement comment il peut nous accompagner là-dessus. Et en fait, c'est le début de cette genèse, en fait. Enfin, c'est vraiment la genèse du projet. Quand on commence à rentrer directement dans le projet, c'est cette proposition d'accompagnement que va nous faire Square Management et qui fait que on embraye en fait sur ce projet-là. Donc, effectivement, on l'aborde par la théorie CK. Peut-être que tu veux expliquer ce que c'est. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache peut-être ce que c'est rapidement, la théorie CK, Tony. Alors, je vais plutôt laisser un petit peu plus tard. Toi, peut-être, je ne sais pas. Sophie, le soin de le faire, parce que c'est une théorie qui est magnifique, moi, qui me passionne. Mais je pense que, franchement, on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir Sophie dans la salle, et je pense qu'elle reviendra dessus. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, et ça, c'est une question directement que je peux poser aussi à Sophie, c'est là, on voit qu'il y a une impulsion. Il y a quelque chose qui se catalyse, ça prend forme, on commence à voir effectivement l'idée de on a la voie pour se faire qui est la voie de la théorie CK. Il y a une impulsion, mais en réalité il y a beaucoup d'impulsions qui cristallisent jamais. Et donc du coup, Sophie, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'il y a une impulsion, ça crante ou pas? Alors, petite question. Merci d'abord, Tony, de m'avoir invité. Merci aussi, Sandrine, pour ce que tu viens d'expliquer, pour la façon dont je vais pouvoir m'appuyer aussi sur ce que tu viens de dire pour répondre à cette question ambitieuse que me confie Tony. En fait, la situation que décrit Sandrine, elle est aujourd'hui commune à beaucoup de filières industrielles qui se posent la question de ça veut dire quoi se transformer, ça veut dire quoi essayer de penser ensemble des nouvelles formes de compétitivité, des façons de repenser une ambition à l'échelle d'une filière. Et donc c'est vrai que l'avantage de Sandrine et de l'Union de la bijouterie et de l'horlogerie, c'est d'avoir cette vision transversale de justement un secteur et de ses enjeux. Tu as parlé effectivement des enjeux d'assemblage, de faire manufacture en territoire, sachant que c'est un territoire historique
de l'horlogerie. Tout le monde pense à la Suisse, mais en fait, il y a une histoire de l'horlogerie en France. Et donc, il y a cette question, effectivement, de comment on crée une dynamique collective d'entreprises qui, pour plein de raisons, n'avaient plus besoin de le faire, puisqu'elles travaillaient dans ce qu'on appelle un modèle de conception partagé, dominant. Et donc, tu as parlé très rapidement aussi de la digitalisation du système de vente. Il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent en même temps dans la filière que tu décris. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à enclencher immédiatement ? C'est justement la complexité de toutes ces questions. Et qui fait que le nombre d'injonctions à innover est extrêmement élevé, avec des formes de contradiction. Et où à l'échelle des entrepreneurs, des managers, des gens qui sont dans les entreprises, rien que de réussir à modéliser c'est quoi les objectifs d'innovation qui vont nous permettre de continuer d'exister, juste celui-là. C'est même pas encore d'être compétitif ou d'être le leader du marché, c'est juste qu'est-ce qui va faire qu'on a un avenir en tant que collectif d'entreprise est extrêmement difficile à poser. Et donc, en fait, ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on a du mal à embrayer, c'est que la complexité des enjeux d'innovation liés à la survie du collectif est déjà extrêmement élevée. Et en fait, au milieu de ça, on essaye en plus d'ajouter une autre forme de complexité, c'est comment on se distingue, comment on est capable, en fait, d'avoir une stratégie d'entreprise, qui n'est pas juste une logique de survie, quoi. Et donc, face à tout ça, on a des enjeux cognitifs assez forts, déjà. C'est aussi pour ça qu'on parle de théorie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la théorie CK, je vous laisse. Je ne vais pas faire un cours maintenant. Je ne suis pas venu pour ça ce matin. Mais c'est une théorie du raisonnement de conception dans les situations, justement, d'innovation dite de rupture, où, en fait, les solutions atteignables par la R&D classique ou par le bureau d'études classique de l'entreprise ne suffisent plus à répondre aux injonctions d'innovation et où on a besoin d'aller chercher des concepts en rupture et des assemblages de connaissances qui ne sont pas ceux que l'entreprise a l'habitude de conjuguer. CK, ça veut dire concept knowledge, donc je viens de vous expliquer des concepts originaux, mais pour l'organisation, et des connaissances, knowledge, qu'on va assembler de façon originale. Le principal point pour lequel on n'arrive pas à embrayer, c'est de réussir à créer un concept, justement, qui nous permette une projection commune dans un avenir que l'on reconnaît tous, individuellement et collectivement, comme intéressant à creuser. Ça ne veut pas dire qu'en l'état, ça sera celui-là qui va arriver, mais en tout cas qu'il est suffisamment bien formulé pour qu'on ait envie justement d'y mettre des connaissances, de faire l'effort de s'impliquer dedans et de le faire à plusieurs. Et donc en fait, vous voyez bien là deux tensions qui sont assez différentes, à la fois comment je survis et comment je suis capable de me projeter dans un avenir. Et en fait, la confrontation entre l'urgence de l'existant, le Covid, la digitalisation, les stocks qui sont vides, et ainsi de suite. Et cette envie de projection, elle est extrêmement difficile à conjuguer, et en particulier dans des collectifs qui sont éclatés, comme c'est le cas dans le cas de l'horlogerie française. Voilà une réponse un peu courte, plus étendue déjà, que je pense ce que tu souhaitais. Merci beaucoup, Sophie. Alors, je rebondis. Sophie, tu viens de nous expliquer un petit peu, effectivement, pourquoi parfois ça crantait, pourquoi ça crantait pas. Tu es revenu sur cette notion de concept commun, donc de champ d'innovation, de C0. Et justement, Sandrine, une question pour toi. Concrètement, dans ta filière, comment ça s'est passé ? Alors, je parlais effectivement d'obstacles tout à l'heure. Alors, c'est pas du tout négatif, c'est que ça nous a forcé aussi à réfléchir et comme l'a dit très clairement Sophie, en fait, on est face à des injonctions, à une forme de complexité. Tu l'as dit, la montre française, c'est le bassin du Haut-Doubs, c'est la zone de Besançon, donc effectivement qui fonctionnait, on va dire jusque-là, finalement très bien. Alors avec une production à hauteur de 380 millions d'euros, ce qui n'est pas non plus énorme par rapport aux grandes marques après la frontière. Mais effectivement, a priori, on semblait se contenter de ça. Nous, on avait effectivement cette vision beaucoup plus ambitieuse parce que là où tu as raison, c'est qu'en plus, on voulait vraiment se démarquer. Mais pas se démarquer en allant en frontal avec les grandes marques, ça n'avait aucun sens, mais plutôt se démarquer sur l'approche justement innovante, managériale. Et pour ce faire, il a fallu, dans un premier temps, que nous arrivions à convaincre.
Et là, on touche vraiment à l'approche humaine, à l'approche managériale, c'est-à-dire qu'on arrive dans le secteur de Besançon, on rencontre la préfecture, on rencontre les élus, et puis un grand nombre. Et là, on voit des gens qui se disent, mais pourquoi, en fait, est-ce qu'ils veulent changer tout ça ? Donc, une espèce de contexte un peu dubitatif. Mobiliser les marques, alors oui, elles sentent qu'effectivement quelque chose change, qu'il faut se transformer, mais elles ne savent pas trop comment faire. On leur dit, écoutez, ça, on s'en occupe, on va le faire ensemble. On est accompagnés pour le faire, on va le faire ensemble. Mais cette approche, justement, territoriale, elle a été majeure. Et sur un autre volet, il faut savoir que, pareil, 2020, à partir de 2020, on avait une transformation aussi du secteur automobile. Ça, on l'a identifié très vite. Et ce secteur automobile, sur en tout cas la partie composants en France, c'est plutôt situé dans la vallée de l'Arve. Donc, elle n'est pas très très loin finalement du secteur de Besançon. Et on se dit, mais en travaillant peut-être, ça c'est beaucoup venu de vous aussi, mais en travaillant finalement avec ces acteurs-là, peut-être qu'il y a moyen de reconstituer des composants qui n'existent plus en France, parce qu'il y a quand même un paquet de composants qu'on ne fabriquait plus. Je dis bien qu'on ne fabriquait plus en France. Et donc, effectivement, naturellement, on va rencontrer des acteurs du monde automobile, des clusters, des plateformes. Je parle de Vialog, par exemple. En tout cas, des nouvelles conceptions. Finalement, qui nous amène à réfléchir et à se dire mais oui, c'est jouable sous cet angle-là. Et c'est ce qui va faire en fait basculer les choses. C'est que quand on dit voilà, je veux faire ça, en fait, si on n'arrive pas sous le prisme aussi de l'innovation, un peu de rupture, alors c'est un petit peu ambitieux comme terme, ou prétentieux plutôt, dire innovation de rupture, mais quand même, et c'est ça en fait qui a fait basculer, qui a embarqué, je dirais déjà, les marques dans ce nouveau concept-là, et puis finalement les élus se sont dit, ah oui, c'est pas mal, tiens, c'est original, pourquoi pas. Alors on était en train, donc là on était en plein dans France Relance, hein, c'est le dispositif aussi de l'État, et on avait un président de la République qui disait, il faut se réindustrialiser, voilà, bon, le bilan aujourd'hui, je ne sais pas s'il est aussi performant, mais en tout cas, il y avait vraiment cette dimension, et nous, on est vraiment rentrés dedans. Donc voilà, on a essayé vraiment de mobiliser un maximum d'acteurs. Ça a pris du temps. Parce qu'on ne peut pas croire que tout ça, ça se fait en claquant des doigts. Quand on est sur des projets comme ceux-là, qui sont des projets d'innovation, je pense que la première barrière, c'est l'humain. Alors, c'est pas péjoratif, mais en fait, il faut expliquer, il faut parler, il faut démontrer, il faut modéliser aussi. On a été obligé de modéliser, parce qu'au départ, on y allait un petit peu, à l'aveugle. Et petit à petit, effectivement, on a commencé à embarquer un certain nombre d'acteurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que le résultat est plutôt intéressant. Donc, on y est allé pas à pas. Avec une ouverture aujourd'hui sur un concept de grappe d'entreprise qui fonctionne très très bien. Alors moi, voilà, j'ai eu des recrutements entre-temps, hein, pour justement étoffer un petit peu toutes ces démarches, donc qui est très bien mené, qui fait travailler enfin les différents acteurs ensemble. Parce que alors, ça, c'est le deuxième point. La notion de coopétition, en tout cas dans l'horlogerie française, était un concept très anglo-saxon, mais pas vraiment français. Donc ça a été très compliqué de leur faire comprendre que tout en étant concurrents, ils pouvaient travailler ensemble et sortir ce que j'appelle, moi, alors très schématiquement, le 1 + 1 = 3, voire plus si effectivement. Et c'est en train et ça, c'est vraiment en train de naître, en fait. Ce travail en commun qui les a amenés à penser autrement, le fameux thinking out of the box, parce qu'en fait, c'était ça. C'est je sortais de ma zone de confort, je sortais de mon entreprise, de mes cases, en fait, finalement confortables, pour aller travailler avec le voisin qui est quand même mon concurrent, mais qui en réalité m'a appris un certain nombre de choses, et on peut, aujourd'hui, on travaille vraiment ensemble sur des nouvelles conceptions, et ça marche. Avec aussi une deuxième étape aujourd'hui, qui est celle, alors là on attend pour le coup les financements, et ça c'est relativement long également, de la création d'un espace collaboratif d'innovation. Donc là on change en plus de dimension, ça veut dire qu'on va trouver de nouveaux locaux, on va trouver des nouveaux acteurs, peut-être des machines-outils, etc. En tout cas, un espace qui va être dédié. Alors, tu me posais tout à l'heure la question, on parlait des laboratoires, des choses, des clusters qui existent déjà.
Oui, ils vont être intégrés parce que c'est important aussi de s'appuyer sur ce qui existe. Et un certain nombre de structures aujourd'hui vont être intégrées à cette ECI, mais qui n'est pas, lui, encore conçu. Parce que là, pour le coup, c'est une question de budget. Mais c'est en bonne voie, a priori, intégrer tous ces acteurs, parce qu'il existe aujourd'hui des acteurs au plan industriel qui ont, qui travaillent en fait sur ces projets-là et qui pourront aussi apporter. Je sors un tout petit peu du fil, mais juste pour revenir en fait sur effectivement cette réindustrialisation, on est à ProDurable, donc juste rappeler aussi quels sont d'un point de vue de la décarbonation, les enjeux alors grade d'entreprise, on en a un petit peu parlé, et aussi pour revenir sur l'impulsion qui était le fameux champ d'innovation, ne serait-ce peut-être revenir sur c'était quoi en fait ce champ d'innovation? Ce champ d'innovation, c'était en fait co-créer, puisqu'on ne l'a pas fait tout seul, la nouvelle industrie horlogère durable. Et effectivement, c'était important de ne pas continuer comme on faisait. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure des importations directes d'Asie, eh bien, effectivement, on réfléchit carrément au circuit court. C'est-à-dire, alors aujourd'hui, dire stop, on arrête tout avec l'Asie, je ne vous cache pas que c'est encore un petit peu compliqué en 2024, mais on a vraiment amélioré cet aspect-là. Donc, on est en train de bâtir finalement une industrie française et européenne. Voilà, il ne faut pas rester français, c'est bien, mais il faut aussi aller prendre ce qui se fait de bien en Europe, et il y a des choses qui se font très très bien en termes de composants. Donc déjà, sur l'aspect circuit court, donc on arrête d'importer, donc en termes d'impact carbone, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Travailler également sur les matériaux, on le voit aussi beaucoup sur les bracelets. Tous les acteurs, effectivement, cuir ou acier, travaillent sur des matériaux beaucoup plus responsables, et ça, c'est vraiment important. On a pas mal d'initiatives, d'ailleurs, dans la montre, la montre en bois, mais surtout d'utiliser des matériaux aujourd'hui qui sont beaucoup plus durables. Donc ça, c'était vraiment un des credos aussi les plus importants de cette transformation. C'était OK, on se transforme, on est dans l'innovation, mais on innove aussi au point de vue soutenabilité et durabilité. Ça, c'était obligatoire. Sophie. Ouais, je veux bien réagir aussi là-dessus parce qu'en fait, il y a plein de choses que, là encore, tu viens de dire qui ne sont pas propres à l'horlogerie. Entre autres, je trouve extrêmement intéressant la façon dont tu décris en fait cet enjeu, à savoir quel est le degré d'innovation finalement auquel on est prêt à aller, et la différence entre, tout à l'heure je parlais d'injonction à innover, dès qu'on parle justement de transition environnementale, industrie responsable et ce genre de choses, en fait il y a un vrai enjeu à comprendre qu'est-ce qu'on garde. C'est-à-dire que dans ce que dit Sandrine, à aucun moment on remet en question qu'on ait des entreprises d'horlogerie et qu'on va continuer de faire des montres. On est en train de discuter de pas mal de choses, mais il y a en fait, pour revenir à ta première question sur qu'est-ce qui fait, pourquoi on n'y va pas, une des grandes difficultés, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on préserve. C'est-à-dire qu'on va aller changer plein de choses, mais comment on décide ce que par contre on ne va pas changer. Et en fait, le dilemme, il est hyper présent dès qu'on va parler d'industrie, de la mécanique, micromécanique. En plus, comme tu parles, toi, de manufacture, vous êtes un terrain où justement les gens savent en parler, de qu'est-ce qui fait une tradition industrielle, qu'est-ce qui fait un savoir-faire mécanique, qu'est-ce qui fait une qualité mécanique. Et donc là, on est sur des choses où il y a des vraies compétences. Il y a un vrai patrimoine industriel. Et donc, quand on parle de se transformer, toute la question va être justement comment on va faire rentrer des nouveaux savoirs respectueux de ce qu'on souhaite conserver et qui vont rentrer en synergie avec ces savoirs-là. Et donc, passer d'établisseurs, d'assembleurs dans l'horlogerie à, d'un seul coup, manufacture complète, voire même, ça s'interroge. Il y a plein de modèles qui existent dans le monde autour de ça. C'est pas du tout évident que les modèles suisses soient ceux adaptés à la France. Et surtout, si on est dans une logique, comme tu dis, où le but est de se positionner en disant non, on va pas essayer de faire d'un rattrapage suisse. On va essayer d'avoir notre propre stratégie. Et donc là, on est toujours dans une situation où on se dit, OK, alors, c'est toujours aussi compliqué que ce que je vous disais au début, mais on veut garder un certain nombre de compétences et de savoirs qui sont dans la place. On a un modèle préexistant juste à côté de nous, mais qu'on ne veut pas adopter.
Et donc tout l'enjeu va être de se dire, en fait, je sais ce que je ne veux pas faire, mais je ne sais pas du tout ce que je veux faire en réalité. Et ça, on va essayer de le faire à très nombreux. Et en fait, on est sur quelque chose qui est absolument pas du tout évident, qui scientifiquement s'appelle le forcing, en fait, qui est le fait de faire cohabiter des connaissances qui, ensemble, sont normalement non compatibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre juste ensemble en se disant la déduction est facile de la stratégie à faire, de comment on va déployer la stratégie industrielle. Et en fait, c'est à ce moment-là que moi je parle d'innovation de rupture. Ce que tu décris, c'est des innovations sur le business model qui sont extrêmement élevées, sur la chaîne de fabrication qui sont extrêmement élevées, et qui rediscutent à quel moment on est encore une entreprise de montres française, à quel moment ce qu'on fait, c'est encore reconnu, même par l'industrie suisse, comme faisant encore partie de l'horlogerie, ou pas. Et est-ce qu'on est en train de créer une nouvelle filière ? Et en fait, ces questions-là, aujourd'hui, on a des travaux sur justement ce qu'on appelle les inconnus des transitions, pour revenir à ton point, sur quelle est la spécificité, en fait, pour les entreprises de ces nouveaux enjeux où les réponses, a priori, ne sont pas évidentes. D'où le fait de parler d'inconnus. Mais en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que par définition, les inconnus de responsabilité sont indésirables pour les gens qui ont l'habitude de proposer les offres innovantes. Elles décrivent ce qu'il ne faut pas faire. Elles ne décrivent absolument pas quelque chose qui est sexy pour le client ou qui est sexy pour les patrons d'entreprise, pour les managers, pour les concepteurs, les constructeurs dans l'horlogerie. Et donc, en fait, on a un enjeu déjà de rendre intéressant, de rendre stimulant ces inconnus des transitions et derrière d'être capable de faire rentrer les connaissances nécessaires pour leur proposer des réponses. Et comme tu dis, le faire ensemble, c'est mettre l'humain au centre en respectant aussi la difficulté en fait, de l'apprentissage auquel on le soumet, la difficulté relationnelle, parce que l'habitude qu'on avait acquise de se coordonner, elle ne tient plus. Il va falloir recréer des nouvelles logiques organisationnelles. Et ce n'est pas du tout évident. Merci beaucoup. Peut-être si on prend un petit peu d'auteur, puisque je ne sais pas dans la salle s'il y a beaucoup de personnes qui connaissent la théorie Sika. Après, c'est un point que je voudrais soulever, c'est tu parles du forcing. Mais concrètement... Concrètement, c'est quelque chose en fait, qui a été modélisé plutôt en maths, mais que nous, on utilise en management de l'innovation justement pour rendre compréhensible à quel point le fait qu'il y a des choses qui sont des opérations plus faciles pour l'être humain en train de concevoir. C'est tout ce qu'on appelle les opérations d'optimisation, de déduction, de décision face à des choix préexistants. Par contre, le fait de concevoir et donc d'aller chercher à donner vie à des alternatives qui n'existent pas, c'est une opération dite de générativité. Et en fait, celle-là, elle sous-entend d'avoir utilisé au moins 2 types de savoirs indépendants et qui, ensemble, en fait, quand on va essayer de les faire dialoguer, vont créer d'autres formes de connaissances. Et en fait, c'est là qu'il y a nouveauté. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle expansion d'un point de vue cognitif. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux, déjà à titre individuel. Il faut avoir en tête que même les gens les plus formés à la conception, qui sont les designers, les artistes, les ingénieurs et ainsi de suite, ont en réalité très peu d'opérations de pure conception dans leurs activités. Il y a une énorme partie de leurs activités qui sont justement de la combinaison de connaissances existantes, de la déduction ou de la décision liée à des possibilités qui s'offrent à eux. Mais l'exercice de conception était déjà à titre individuel extrêmement coûteux. Mais en fait, les gens, dans une situation où leur expertise n'est plus légitime, puisqu'ils sont justement en train de déplacer la zone de savoir, et donc créent aussi des difficultés relationnelles. Puisque ce qui fait qu'on acceptait les propositions de l'autre comme étant légitimes n'est plus basé sur un savoir préexistant, validé, et ainsi de suite. Et donc, c'est des logiques aussi de coordination qui sont très, très spécifiques et qui sont liées au fait de faire coexister des savoirs naturellement peu compatibles. Et là, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis qui vont de l'industrie 4.0. Qu'est-ce que ça veut dire automatiser dans l'horlogerie? Qu'est-ce que ça veut dire concevoir en local? Qu'est-ce que ça veut dire une supply chain efficace, responsable, et ainsi de suite? On est en train de parler de plein de concepts où les gens n'ont pas l'habitude de les manipuler et qui renvoient à des savoirs où il y a un effort d'apprentissage très fort. Je vais me permettre de rebondir. Alors, merci pour ce que tu viens de dire, parce que en fait, c'est là qu'a été la problématique, je pense aussi, nous, quand on a dû exposer le projet, on s'est heurté à une forme d'incompréhension, justement, parce qu'on a pris de la hauteur aussi très, très vite sur le sujet. Et en fait, on a
pour arriver à mieux faire passer, alors auprès des collectivités territoriales, auprès des différents acteurs, on s'est rattaché en fait aussi au souhait du consommateur. C'est-à-dire on est revenu à quelque chose d'hyper pragmatique. C'était sur le fait que le consommateur en post-Covid n'avait qu'une envie, c'était aussi de changer ses modes de consommation. Le Made in France, en tout cas le fabriqué en France, revenait là véritablement en force. Alors certes, effectivement, on pouvait avoir un delta de prix, il y avait une notion de coût, mais justement qui était liée aussi à cette innovation. Et tu as raison, ça coûte très très cher, effectivement. Donc à un moment donné, ça se répercute aussi sur les coûts. Mais le consommateur était prêt à ça, et on le voit. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, donc 3 ans après, oui, la naissance de la genèse de ce projet, on voit qu'on a investi finalement une tranche de prix de produits, donc de montres, qui est bien supérieure à ce qu'elle était avant. C'est-à-dire que là où on vendait des montres en France aux alentours, maximum 200-300 euros, aujourd'hui on est monté aux alentours de 800 euros à 2005, 3000. Bon, là on vient heurter effectivement un positionnement plutôt suisse et entrée du luxe, mais du coup on a pris aussi nous aussi de la hauteur et lié justement à ces enjeux-là. Et c'est vrai que pour faire intégrer ces transformations et les faire comprendre, on a dû vraiment rattacher aussi aux attentes des consommateurs, et les consommateurs étaient prêts à payer des montres plus chères à partir du moment où on montait en gamme et on avait un produit français vraiment de qualité. Merci beaucoup. Moi, c'est un cas qui me passionne forcément. Tout est réuni, l'industrie, la soutenabilité, la théorie CK. En plus, on est dans les temps pour prendre quelques questions, puisque cet atelier finit à 11h15. Est-ce que dans la salle, déjà, il y aurait certains d'entre vous qui voudraient poser une question, peut-être ? Je vous en prie. Oui. Alors, il me semble qu'il y a un micro dans le rang, ou sinon on peut vous en passer un. Oui, merci beaucoup, c'est absolument passionnant. J'ai une question sur la méthode de mobilisation de ces collectifs très diffus, parce que je vois bien la démarche et j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous avez réussi à porter. Mais on voit bien comment, quand on s'adresse à un collectif aussi diffus que des détaillants horlogers et des petits industriels, sans aucun jugement de valeur, comment vous avez réussi à les animer, à les embarquer tout le long du processus. Alors en fait, la problématique au départ, c'était pas effectivement ce collectif-là, c'était vraiment les collectivités territoriales qu'il fallait convaincre, parce qu'on arrivait finalement en terrain conquis / non conquis, qui était effectivement le secteur de Besançon, et c'était en fait ces collectivités territoriales, la mairie de Besançon, la région, etc., qu'il fallait embarquer. Quand elle a été convaincue, donc ça nous a pris un petit peu de temps, c'est elle en fait qui a été vraiment moteur et qui a intégré tous les acteurs, parce qu'en fait c'était ça aussi l'intérêt, c'était vraiment de mobiliser tous les acteurs finalement de ce projet, donc du détaillant aux petits industriels, donc à certains politiques, des industriels également de l'automobile. Donc petit à petit en fait c'est venu par l'approche territoriale en fait. Nous on a réussi à les convaincre. En fait on savait que la difficulté c'était de convaincre le préfet, la région de Besançon, du Haut-Doubs, etc., tous les politiques, puisqu'on est remonté également jusqu'à Morteau. Vous savez que Morteau également abrite un certain nombre de marques intéressantes comme Yema et Pékinier, qui sont quand même de gros acteurs, qui ont eux-mêmes vraiment réindustrialisé. Donc voilà, en fait, il fallait vraiment que ce soit porté pour nous politiquement, en fait. Et ça, c'était un élément essentiel. Je ne vous cache pas qu'au début, ce n'était pas ce biais-là qu'on avait vraiment étudié, mais on n'a pas eu le choix. Et en fait, c'est ce qui a fait que ça a marché. Donc après, naturellement, effectivement, tous les acteurs ont été, sont dit, tiens, la région, tout ce secteur-là bouge, les élus, tout ça, donc on va y aller. Donc on y est allé. La deuxième étape, c'était vraiment après d'opérationnaliser tout ça. Et effectivement, c'est par les recrutements. Aujourd'hui, un secrétaire général à France Horlogerie et également une personne qui est là pour ranimer justement ces grappes d'entreprise et qui est là pour animer tout ce réseau-là. Et force est de constater que ça marche bien. Et je vous parlais tout à l'heure du concept aussi de coopétition, qui là a été un vrai frein entre les entreprises au tout départ, et frein qui est levé parce qu'on a naturellement défini ce qu'on pouvait dire et pas dire, et ce qui est d'ailleurs encadré par la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de délivrer des secrets
des secrets industriels. Donc voilà, et tout ça fait qu'aujourd'hui, la sauce a prise, hein, si je puis dire, et que ça fonctionne très bien. Je peux me permettre de compléter parce que comme on a pas mal discuté quand on préparait cette table ronde, moi j'ai été très frappée aussi quand Sandrine explique ce qu'elle fait, l'effort effectivement qu'il y a eu sur le dialogue pré-compétitif, mais aussi pour le nourrir de tout un tas de vocabulaire de qu'est-ce que ça peut être notre avenir commun, qui n'est pas celui de la compétition. Et qui a créé du coup un espace en fait aussi d'échange, de dialogue entre les acteurs qui sont coordonnés aujourd'hui par Sandrine et ses collègues, qui ne rentrent pas en compétition frontale avec le moment de compétition sur le marché. Et en fait, je pense qu'on a tendance aussi à sous-estimer ce besoin que le dialogue pré-compétitif ait lieu dans un vocabulaire qui est le sien. Et qui est celui de c'est quoi notre identité commune, collective, qui fait qu'on a des carrières qui peuvent avoir un sens commun et ce genre de choses. Et en fait, là, il y a eu un effort de modélisation que vous m'avez expliqué, qui est vraiment très, très nourri sur ça veut dire quoi faire de l'horlogerie responsable, made in France, et avec une création d'une ontologie, quoi, d'un vocabulaire très, très riche, qui permet de soutenir à la fois le dialogue avec les forces publiques et ainsi de suite, mais aussi au sein des acteurs, que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant dans la façon dont vous parlez de votre collaboration. Et pour terminer, excusez-moi, tu viens de... Non, mais c'est vrai que là, tu touches également à tout ce qui est culture d'entreprise. Et dans le Houdou, la culture d'entreprise est une vraie culture, et surtout dans l'horlogerie. Et ça, cette culture, quelque part, il a fallu la challenger, voilà, la bouger un petit peu. Et ça fait partie des freins aussi, de par cette culture, cette identité d'entreprise qui est très forte, hein, parce qu'on a vraiment des entreprises de plusieurs générations, avec du « on a toujours fait comme ça », voilà, ce qu'on ne voulait plus entendre, effectivement, à ce moment-là. Donc, vous voyez, très bien, on a toujours fait comme ça, mais justement, on va changer. Bonjour, merci pour l'aspect sur l'horlogerie. Pour moi, c'est une industrie plus luxe, avec des prix de vente assez élevés. Moi, ma question, pour avoir longtemps travaillé sur le sujet, je n'ai pas trouvé, et du coup, c'est plus une recherche de conseils. Je cherche un peu à savoir comment réindustrialiser la France, mais sur des produits à faible valeur ajoutée, donc avec des valeurs moins de 50 €. 50% du fret importé, c'est des produits à faible valeur. Du coup, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous auriez comme conseil pour justement fabriquer des couverts, des bouteilles en inox, etc. en France, sachant qu'il y a 3 ans, je crois que c'est BP qui avait dit qu'il y avait un besoin en fonds de roulement de 24 mois pour créer une ligne de production et de 36 mois pour une usine, juste pour faire des faibles quantités. Du coup, voilà, j'essaie de transposer un peu votre cas d'école sur du luxe, sur des produits un peu plus... Vous avez vu comment elle a filé le micro, là, genre « non, ça je prends pas ». Déjà, en fait, ne nous méprenons pas, l'horlogerie, c'est pas que du luxe, hein. Et aujourd'hui, la plupart des gens portent des montres qui ne sont pas de luxe. Et donc, il y a un travail énorme, en réalité, pour faire des objets qui sont à un niveau de complexité mécanique qui est quand même pas négligeable. Je suis d'accord qu'on n'est pas en train de parler de bagnole ou d'avion, mais on est quand même sur des objets qui sont compliqués. Vous avez montré votre gourde. Je ne sais pas si elle est en métal ou en plastique, mais suivant le moule qui lui a donné existence, ça nécessite quand même aussi des compétences assez élevées d'un point de vue métallurgique ou industriel, et qui ne sont pas du coup accessibles facilement. Aujourd'hui, en fait, déjà, si j'avais la réponse, on n'aurait pas ce type de problème. D'accord ? Donc, je n'ai pas la prétention de l'avoir. Par contre, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'effort industriel qui a permis la réalisation de ces objets à très faible coût et la façon dont même les industries internationales qui les produisent aujourd'hui savent qu'ils sont au bord de l'effondrement parce que les technologies qui permettent de les fabriquer posent des vrais problèmes de soutenabilité, quel que soit le pays qui le développe. Parce qu'on est sur des techniques en fait, de rentabilisation de fours ou de techniques industrielles qui posent des problèmes à la fois de consommation d'énergie extrêmement élevée, de géopolitique des minerais, enfin bon quoi, ça dépend un peu de la nature de votre gourde, mais je ne la vois pas d'ici. En plus, je suis à contre-jour. Mais c'est aller en métal, donc on est en plein dedans, je pense. On est sur... Mais le but n'est pas de rentrer tellement dans ce sujet-là. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est des trucs assez marrants quand même sur tout ce qui est économie circulaire, où aujourd'hui, on rediscute quand même pas mal aussi. Qu'est-ce que ça veut dire un objet à très bas coût
dont on prolonge la durée de vie et ce genre de choses, qui amène aussi à questionner du coup les techniques industrielles de fabrication des objets. J'ai la chance d'échanger entre autres avec pas mal de secteurs assez différents, et en France il y a de la verrerie par exemple qui est aussi avec des enjeux de four assez importants et ce genre de choses, et qui font des objets à très très bas coût et où ils vont avoir le même type de questions. Donc voilà, c'est un ensemble d'éléments de réponse. Je n'ai pas la réponse a priori, mais je trouve qu'il y a quand même des choses aujourd'hui sur le fait qu'on doit repenser les systèmes de fabrication industrielle, qu'on soit en Asie ou en Europe, on a les mêmes enjeux. Et aujourd'hui, dans les communautés internationales de recherche en génie industriel, ces questions sont présentes, quelle que soit la nature des chercheurs, au niveau de leur culture et de leur appartenance nationale. Pour terminer, juste, nous, on avait une facilité, c'est que l'horlogerie française, comme je vous le disais, est quand même géolocalisée dans le Haut-Doubs. Donc, on a pu mobiliser facilement les collectivités territoriales. Et ça, c'est un enjeu qui est important. Là, je pense que ce n'est pas effectivement le levier idéal. Donc, vous donnez conseil, je ne sais pas, vous êtes basé peut-être à Paris ou ailleurs, c'est effectivement rencontrer vos régions, enfin la région en tout cas dans laquelle vous êtes implanté, et parler de ce projet. Il faut que vous soyez accompagné obligatoirement. Alors moi, juste très très rapidement, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de réponse, et c'est pour ça que c'est un dilemme de conception innovante, d'où la nécessité de changer de paradigme et donc peut-être d'emprunter, y compris les voies de la théorie CK. Je vois des personnes aussi qui viennent de TI industrielle dans la salle. J'en viens, j'y ai passé 13 ans en industrie. C'est des problématiques en fait qui vont se poser de plus en plus. Il faut absolument changer, je pense, les paradigmes. Tu parlais, Sophie, de circularité. On peut parler de technologie régénérative, mais c'est sûr que va se poser une question, y compris d'éthique, sur ce type et la fréquence d'achat et de consommation et d'usage, etc. Et donc, je pense que c'est un petit peu peine perdue dans ce système sous tension que de reproduire les recettes. Et donc, il y a deux choses qu'on a très bien vues justement pendant ce cas. C'était que rebâtir des usines monstrueuses d'un seul bloc monolithique, c'était franchement pas très bon pour ni pour les ressources, etc. Et donc il y a des manières de se réindustrialiser à inventer. Donc c'est vraiment un enjeu en fait de conception innovante, et ça mérite du coup effectivement de s'entourer de personnes, des régions, et puis aussi de personnes qui font certainement ou qui mobilisent la théorie CK ou autre. Oui, bonjour. Alors moi, je suis dans l'industrie métallurgique, et nous, l'innovation est vraiment plus au niveau des sites industriels que nous avons, donc bureaux d'études ou R&D. Mais du coup, j'étais curieuse de savoir comment... je comprends que du coup, vous avez fédéré ces entreprises pour travailler sur des sujets d'innovation. Jusqu'où vous êtes allé? Est-ce que vous pouvez détailler? Est-ce que vous les avez formés? Est-ce que c'était des représentants des R&D qui font partie de votre réseau? Est-ce que c'est les chefs d'entreprise? Enfin voilà, si vous pouvez détailler un petit peu plus cette partie-là concrètement. Au tout départ, ce sont les patrons qu'on a mobilisés, forcément déjà pour la notion de stratégie. Avant de passer à l'opérationnel, c'était vraiment purement stratégique. Et effectivement, aujourd'hui, dans les grappes, en tout cas d'entreprise, ce sont effectivement souvent plutôt les responsables R&D qui interviennent. Alors les patrons interviennent aussi parfois un petit peu, ça va dépendre des sujets, mais effectivement ce sont dans l'opérationnalité vraiment les personnes qui vont aussi mettre en place tout ça au sein de l'organisation et qui sont vraiment très très actives. Donc pour information, on en est au début, ça ne fait que 8 mois que ces grappes d'entreprise ont été lancées avec des réunions successives. Et justement, on travaille beaucoup sur la notion de circularité aussi. Il faut savoir qu'une montre, c'est recyclable aux alentours de 80%, 80-90% d'une montre est recyclable aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà un élément par nature et qui va devenir de plus en plus prégnant. L'idée, c'est d'avoir une montre recyclable à 100%. Et certaines le sont, d'ailleurs, selon des matériaux et des collabs qui ont été faits.
faite. Et justement, cette notion aussi de collaboration, donc de collab, se retrouve beaucoup dans ces grappes d'entreprise. Donc, dans ces grappes, en fonction des sujets qui vont être évoqués, eh bien, on va prendre des personnes vraiment ressources au sein de l'entreprise, qui vont effectivement avoir échangé avec le dirigeant avant pour savoir ce qu'elles peuvent dire, pas dire, hein, une fois de plus, cet espace très, très collaboratif et de coopétition, où on peut se dire certaines choses, où on ne se dit pas certains secrets de fabrication. Et on se rend compte qu'étonnamment, malgré le fait que ce n'ait pas été au départ quelque chose de naturel, eh bien finalement c'est relativement fluide en fait. C'est au contraire intellectuellement, je pense que ça a ouvert aussi une nouvelle façon de penser. Ça fonctionne très très bien. Bonjour et merci pour cet atelier. Je voudrais revenir sur les notions de prix et justement de transition. Je voulais savoir si d'abord vous avez toujours gardé une offre à 300 € et vous avez cette nouvelle offre de montée en gamme, ou si vous avez l'intention de permuter complètement sur la montée en gamme, et comment vous gérez cette transition? Non, alors il n'y a pas de notion de permutation de montée en gamme. Justement, c'est un complément en fait de gamme. Et je vais vous donner un exemple. Vous connaissez peut-être la marque française Pierre Lanier. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais Pierre Lanier était effectivement plutôt sur des montres à coût relativement bas. C'est aux alentours ça peut être de 150, 200, 300 € maximum. Pierre Lanier vient de sortir une montre qui s'appelle la 1977 à 80% on va dire de valeur du prix de revient française. Donc c'est vraiment, on peut dire que c'est une montre made in France. Donc effectivement, elle est vendue 1977 €. En plus, c'est symbolique parce que pour le coup, là-dessus, il perd de l'argent. Mais le mouvement est français, donc c'est un mouvement français Bosch, hein, c'est pareil, français Bosch s'est recréé il y a 1 an et demi. Donc c'est quelque chose aussi de très récent. Mais Pierre Lanier, par exemple, continue à vendre des montres accessibles vraiment à des prix beaucoup plus bas. Donc cette montée en gamme que je vous expliquais aux alentours de 800 jusqu'à 2500, 3000 €, elle vient en plus parce qu'elle vient finalement s'insérer dans un marché qui avait laissé ce créneau-là relativement disponible en fait. Et on le voit sur des marques comme Herbelin, donc Pierre Lanier, Lip, Yema. On commence justement à investir ce positionnement-là, mais on garde le reste. Ça n'empêche pas. C'est quelque chose qui est venu en plus. Donc, c'est des outils parfois industriels, comme Yema le fait. C'est de la collaboration également entre eux, eh bien, pour aller chercher un composant ici, un composant là, qui va faire que l'on va créer effectivement ce type de produit dans ce type de positionnement. Une dernière question, parce que je pense qu'on va déborder après. Pour sortir un tout petit peu de l'horlogerie sur votre question sur le positionnement des marques, aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus de marques qui décident de s'engager sur des questions d'innovation responsable, avoir des doubles positionnements de prix. Hein. Et je sais que là, nous, en ce moment, un des cas que les étudiants nous remontent souvent, c'est le groupe Mullier. Dans le groupe Mullier, il y a pas mal d'entreprises qui étaient très connues pour faire des positionnements agressifs en prix, qui aujourd'hui ont des doubles propositions. Je pense en particulier à des marques que vous connaissez tous, Leroy Merlin, Decathlon et ainsi de suite. Où Decathlon est un très bon exemple. Toutes leurs marques en 100, ils ont maintenant du 900. Et le but est de montrer que justement, en fait, on n'achète pas le même produit et que du coup, la consommation n'est pas la même. Mais de garder aussi une réponse pour les gens dont la logique de consommation sportive, c'est du sang. Et d'essayer de les accompagner à avoir une logique d'extension de leurs usages. Je voulais savoir justement sur les plutôt produits d'entrée de gamme, est-ce que vous avez réfléchi à comment se détacher de l'idée d'un produit jetable ou quelque chose finalement dont vous l'avez évoqué, l'idée de prolonger la durée de vie, d'anticiper la réparabilité ou l'accessibilité de la réparabilité, etc. Est-ce que c'est des choses aussi sur lesquelles vous avez voire carrément de passer à une montre qu'on n'achète plus mais qu'on loue, je ne sais quoi, ou qui pourrait aussi reconcevoir quelque part la manière de... Alors, merci pour cette question. Effectivement, alors ça c'est tout à fait repensé. En effet, les produits jetables, c'est quelque chose qu'on est en train de plus en plus de mettre sur le côté. Le système de location, alors on a travaillé le business model. Effectivement, on le travaille depuis même plusieurs années. Très clairement, aujourd'hui, il ne fonctionne, cette location
fabrication de montres ne fonctionne que sur des montres d'un certain niveau de prix. Voilà, vous imaginez bien effectivement que pour les rentabiliser, on est obligé d'avoir un business model ciblé sur cette catégorie haute en fait de montres, et là plutôt de grandes marques. Donc pour les montres françaises aujourd'hui, on n'y est pas, mais on risque d'y venir justement parce que comme on monte en gamme, à un moment donné, cette capacité à louer, elle est aussi beaucoup liée à la notoriété de la marque. Et ça, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire, ok, on réindustrialise, on monte en gamme, il va falloir aussi que le marketing suive pour donner à ces marques françaises ce positionnement qu'elles n'ont jamais eu, enfin, ou peu en fait en réalité, et qu'il va falloir leur donner. Donc à un moment donné, louer des montres relativement chères, il va falloir effectivement que la marque gagne en notoriété. On le voit par exemple avec Herbelin, qui est une marque qui montre beaucoup, qui s'associe aussi à de grands événements sportifs. Pierre Lanier le fait aussi. LIP est en train de monter aussi de ce point de vue-là. Cette association d'image avec la capacité de location est assez indissociable pour nous. C'est l'étape qui arrive. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais c'est un business model qui existe pour les grandes marques, oui, absolument. Alors, on en arrive à la conclusion de cet atelier. Merci beaucoup pour vos questions qui étaient très intéressantes. Si vous voulez continuer, qu'on partage, je vous invite peut-être à ce qu'on aille au stand.